J'ai jeté ces 4 médicaments à la poubelle, et non, ce n'était pas une erreur, c'était une décision 100% consciente, informée, et surtout, c'était un acte de protection. Je suis le docteur Rémi Bernard, cardiologue, et je vais vous raconter pourquoi je l'ai fait, et pourquoi il est vital que vous vérifiez si ces mêmes médicaments se trouvent en ce moment chez vous. Tous les jours dans mon cabinet, je vois les conséquences de ce que j'appelle une pandémie silencieuse, la polypharmacie. Qu'est-ce que c'est ? C'est prendre beaucoup de médicaments à la fois, surtout quand on dépasse les 60 ans. Beaucoup de ces médicaments que vous prenez peut-être en toute bonne foi, pour une douleur au genou ou pour mieux dormir, peuvent mener une guerre secrète contre votre cœur. Et je veux être très clair, ce n'est pas une simple discussion médicale, c'est la même conversation que j'ai eue chez moi avec mes parents et avec mes oncles et tantes. Ce que je vais partager avec vous, ce ne sont pas seulement des données d'un livre, c'est le conseil que je donne à ma propre famille pour protéger ce que nous avons de plus précieux, la santé et le temps de qualité ensemble. Nous allons parler de médicaments tellement courants que vous en avez probablement à portée de main. Des médicaments pour la douleur, l'anxiété, les allergies, mais leurs effets sur un cœur qui a déjà battu plus de 2 milliards de fois, comme celui d'une personne de 60 ans, peuvent être dévastateurs, même si vous n'avez jamais eu de problème cardiaque. Nous parlerons de comment quelque chose d'apparemment inoffensif comme un anti-inflammatoire peut faire monter votre tension, ou comment un médicament pour dormir peut multiplier votre risque de chute qui peuvent se terminer par un événement cardiaque grave. Mais attention, cette vidéo n'est pas pour vous faire peur, elle est pour vous donner du pouvoir. La connaissance est votre meilleur outil pour prendre en main votre santé. Mon objectif est que quand vous aurez fini de regarder ceci, vous ne connaissiez pas seulement les risques, mais que vous ayez un plan. Je vous donnerai des alternatives plus sûres et je vous enseignerai comment parler avec votre médecin pour réviser votre traitement sans drame ni conflit. Et maintenant écoutez bien, parce que c'est la partie la plus importante de toute la vidéo. Sous aucune circonstance, ne laissez, ne changez ou ne baissez la dose d'un médicament par vous-même après avoir vu ceci. Arrêter brusquement certains traitements peut être extrêmement dangereux, même plus que de continuer à les prendre. Cette information est éducative, elle est pour que vous alliez parler avec le professionnel qui connaît votre histoire. Lui ou elle est votre meilleur allié. Cette vidéo est seulement la première étape pour cette conversation. Alors si vous avez plus de 60 ans, ou si vous vous occupez de quelqu'un qui les a, votre père, votre mère, votre conjoint, restez avec moi. Nous allons ouvrir cette armoire à pharmacie ensemble et nous assurer que ce qu'il y a dedans vous protège vraiment et ne vous met pas en danger inutilement. Commençons avec le premier médicament. Très bien, commençons par le groupe de médicaments qui, j'en suis sûr, est le roi de toutes les armoires à pharmacie. Je parie ce que vous voulez que 99% de ceux qui regardent ceci en ont un chez eux. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou comme nous les appelons, les INS. De quoi je parle ? De médicaments super populaires comme l'ibuprofène, le Nurofen, le Advil, le Naproxène, ou d'autres avec ordonnance comme le diclofénac ou l'étoricoxib. Ils servent à tout, mal de tête, mal de dos, l'arthrite qui fait mal avec le froid, les douleurs menstruelles. Ils sont efficaces, faciles à obtenir, et c'est pour ça même une bombe à retardement si on ne les utilise pas intelligemment, spécialement après 60 ans. Le problème, une bombe à retardement pour votre tension et votre cœur. Imaginez que vos artères sont un système de tuyaux et votre cœur est la pompe à eau. Avec les années, c'est normal que ces tuyaux deviennent plus rigides et que la pression à l'intérieur monte un peu. C'est basiquement l'hypertension. Et que font les INS ? Eh bien, entre autres choses, ils bloquent des substances qui aident à maintenir les tuyaux, les vaisseaux sanguins, bien dilatés. En même temps, ils disent à vos reins de retenir plus de sel et d'eau. Le résultat est un double coup. D'un côté, vous rétrécissez les tuyaux, et de l'autre, vous mettez plus de liquide dans le système. Qu'est-ce que votre cœur doit faire ? Travailler à fond, beaucoup plus fort pour déplacer plus de liquide par un tuyau plus étroit. Le résultat est inévitable, la pression artérielle monte. Avec un médicament de temps en temps, l'effet est petit, mais si vous prenez des INS tous les jours pour votre arthrite, cette petite augmentation devient constante. C'est une charge supplémentaire pour votre cœur jour après jour, et un cœur forcé se fatigue, s'affaiblit, et a plus de risque de défaillir. En fait, l'utilisation chronique d'INS augmente le risque d'insuffisance cardiaque, d'infarctus et d'accident vasculaire cérébral. Je me souviens de mon père, 72 ans, têtu comme lui seul, avec un genou qui lui rappelait chaque match de sa jeunesse. Sa solution était un ibuprofène de 600 mg comme une arme.
c'est juste un médicament, mon fils, me disait-il. Un jour, nous avons mesuré sa tension avant et 2 heures après l'avoir pris. Elle avait monté de presque 15 points. Je lui ai dit, « Papa, chaque fois que tu fais ça, c'est comme si tu obligeais le moteur de la voiture à monter une côte avec le frein à main tirée. Un jour le moteur va brûler. » Cette analogie a finalement réussi à lui faire comprendre que ce n'est pas juste un médicament. La solution, des alternatives plus douces pour votre cœur. Alors que faisons-nous? Supporter la douleur? Bien sûr que non. La clé est de chercher des alternatives plus sûres. La première option, le paracétamol. Pour les douleurs légères à modérées, il est généralement beaucoup plus sûr pour le cœur. Il n'affecte pas la tension ni ne retient les liquides. Attention, plus sûr ne signifie pas inoffensif. À dose élevée, il peut endommager le foie, alors respectez toujours la dose maximale. Traitements locaux. Si votre genou vous fait mal, pourquoi prendre un médicament qui affecte tout le corps? Utilisez des gels, des crèmes ou des patchs d'AINS comme le diclofénac topique. Ils agissent juste là où ça fait mal et passent très peu dans le sang, minimisant les risques. Le pouvoir du froid et du chaud. Ne sous-estimez pas les bases. Une couverture chauffante pour détendre les muscles et soulager la raideur, une poche de glace pour réduire l'inflammation après un effort. Ça marche. Bougez. Pour les douleurs chroniques comme l'arthrite, le meilleur traitement à long terme n'est pas un médicament, c'est le mouvement. Kinésithérapie, tai chi, yoga doux, natation. Tout cela renforce les muscles, améliore la flexibilité et réduit la douleur de façon beaucoup plus durable. Anti-inflammatoire du garde-manger. La nourriture est un médicament. Les aliments riches en oméga 3, saumon, sardines, noix et des épices comme le curcuma et le gingembre ont de puissantes propriétés anti-inflammatoires. Mon conseil familial, si vous avez vraiment besoin d'un AINS, utilisez-le avec stratégie. La dose la plus basse qui fonctionne pour vous, pendant le moins de temps possible, pas plus de 3 à 5 jours de suite sans parler avec votre médecin, et jamais au grand jamais ne le mélangez avec un autre AINS. Parlez avec votre médecin d'un plan pour la douleur à long terme qui ne dépende pas de ces médicaments. Le deuxième médicament. Allons au deuxième groupe de médicaments qui me hérissent les poils. Ce sont des médicaments qui agissent dans le cerveau et se prescrivent énormément pour l'anxiété, les nerfs, l'insomnie ou comme relaxant musculaire. Je parle des benzodiazépines. Des noms comme alprazolam, Xanax, lorazépam, Temesta, diazépam, Valium, clonazépam, Rivotril. Je suis sûr que ça vous dit quelque chose. Elles semblent être une bénédiction quand vous ne pouvez pas dormir ou que l'anxiété vous dévore, elles vous calment, vous détendent. Et c'est justement là leur danger caché pour une personne âgée. Le problème, le risque silencieux de la chute et de la détérioration cognitive. Contrairement aux AINS, le danger pour le cœur ici est indirect, mais tout aussi dévastateur. Le principal problème est le risque de chute. À mesure que nous vieillissons, l'équilibre et les réflexes ne sont plus ce qu'ils étaient. Les benzodiazépines, même à dose faible, provoquent de la somnolence, des étourdissements, vous font réagir plus lentement et affaiblissent vos muscles. Pour une personne de 70 ou 80 ans, c'est la recette parfaite pour le désastre. Imaginez ce scénario que je vois avec une tristesse énorme à l'hôpital. Françoise, 75 ans, prend un peu de Temesta le soir pour dormir d'une traite. Elle se lève à l'aube pour aller aux toilettes, encore à moitié endormie par le médicament. Elle a un étourdissement, trébuche, et boum, chute et fracture de la hanche. Une fracture de la hanche chez un adulte âgé n'est pas n'importe quoi. C'est une chirurgie majeure, une hospitalisation, ne pas pouvoir bouger, le stress de l'opération, la douleur, le risque de caillots dans les jambes ou de pneumonie à cause du repos au lit. Tout cela est une charge brutale pour le cœur. Souvent, l'infarctus ne se produit pas à la maison, mais dans le lit d'hôpital, comme conséquence directe de cette chute provoquée par un médicament inoffensif pour dormir. Et comme si ce n'était pas suffisant, l'utilisation chronique de benzodiazépines chez les personnes âgées est liée à un risque plus élevé de détérioration cognitive et de démence. Elles affectent la mémoire, la concentration et la clarté mentale. Je me souviens de Pierre, un patient de 80 ans dont la famille pensait qu'il commençait avec Alzheimer. Il prenait de l'alprazolam pour l'anxiété depuis 10 ans. En consultation, il était comme absent, lent. Nous lui avons proposé un plan très lent et supervisé pour lui retirer le médicament. Ça a pris des mois, mais le changement a été incroyable. Pierre est redevenu lui-même, plus alerte,
plus bavard, avec une meilleure mémoire. Ce n'était pas de la démence, c'était l'effet d'un médicament qu'il avait pris trop longtemps. La solution, calmer l'esprit sans l'éteindre. L'anxiété et l'insomnie sont des problèmes réels et il faut les traiter, mais les benzodiazépines devraient être la dernière option chez les personnes âgées, et toujours pour très peu de temps. Thérapie cognitivo-comportementale, la TCC, c'est l'outil le plus puissant, surtout pour l'insomnie. Au lieu de droguer le cerveau, la TCC vous apprend à rééduquer vos habitudes de sommeil et à gérer les préoccupations qui vous maintiennent éveillé. Ça fonctionne mieux à long terme que n'importe quel médicament. Hygiène du sommeil. C'est la clé. Créer un sanctuaire pour dormir. Horaire régulier, chambre sombre et silencieuse, pas d'écran, télé, portable, 1 heure avant de dormir, et éviter la caféine ou l'alcool l'après-midi. Technique de relaxation. Méditation, respiration profonde, c'est incroyablement efficace. Il y a des milliers d'applications et de vidéos gratuites qui peuvent vous guider. Avec 10-15 minutes par jour, la différence est brutale. Exercice. Une marche de 30 minutes le matin avec la lumière du soleil aide à régulariser votre horloge biologique et à dormir comme un bébé. Parlez avec le médecin des alternatives. Si l'anxiété est forte, il y a d'autres médicaments, comme certains antidépresseurs, qui sont beaucoup plus sûrs chez les personnes âgées. Pour dormir, parfois on peut utiliser de la mélatonine ou certains antidépresseurs à dose faible, mais toujours sous supervision. Mon conseil familial. À ma mère qui avait parfois du mal à dormir, je lui ai interdit d'avoir des benzodiazépines à la maison. Je lui ai installé une application de méditation et nous avons mis la règle de l'heure sans écran. Au début c'était difficile, mais maintenant elle dort mieux que jamais, et le plus important, elle est plus en sécurité et plus éveillée pendant la journée. Si vous prenez un de ces médicaments, parlez avec votre médecin pour tracer un plan de retrait très lent. Jamais brusquement. Le 3e médicament. Le 3e médicament que j'ai sorti de mon armoire à pharmacie imaginaire appartient à une famille de médicaments plus ancienne, mais qui est encore souvent utilisé pour des choses qui ne sont pas la dépression, comme la douleur chronique ou les migraines. Je parle des antidépresseurs tricycliques. Le plus célèbre de cette famille est l'amitriptyline. Peut-être que ça vous dit quelque chose. Il se prescrit beaucoup pour la douleur de nerfs, neuropathique, typique du diabète, ou pour prévenir les céphalées. Et bien qu'il soit efficace, son profil de sécurité pour le cœur d'une personne âgée est franchement préoccupant. Le problème, une interférence dangereuse dans l'électricité du cœur. Pour comprendre le risque, pensez que le système électrique de votre cœur est un orchestre parfait. Chaque battement est une impulsion électrique qui suit un chemin exact, à un rythme exact. Une partie clé de ce cycle s'appelle l'intervalle QT, qui est le temps que met le cœur à se recharger pour le battement suivant. Que fait l'amitriptyline ? Elle interfère avec ce système. Dans notre orchestre, c'est comme si un musicien commençait à jouer plus lentement, désaccordant et décalant tous les autres. Ce médicament peut allonger l'intervalle QT. Dans un cœur jeune, il ne se passe peut-être rien, mais dans un cœur de plus de 60 ans qui a déjà ses petits problèmes, cet allongement peut être l'étincelle qui provoque une arythmie ventriculaire grave, qui peut mener à un évanouissement ou même à la mort subite. De plus, l'amitriptyline a d'autres effets qui causent des étourdissements, une vision floue et une chute brusque de la tension en se levant, ce qui nous ramène au redouté risque de chute. Je me souviens d'un cas de mes années de résident qui m'a marqué. Un homme de 68 ans, diabétique, est arrivé aux urgences avec des palpitations et presque évanoui. Il prenait de l'amitriptyline depuis 2 semaines pour la douleur dans les pieds. Son électrocardiogramme montrait un intervalle QT très dangereux. Nous l'avons admis en unité coronaire et lui avons retiré le médicament immédiatement. Il s'en est sorti de justesse. Le médicament qui l'aidait avec ses pieds a failli lui coûter la vie à cause de son effet sur le cœur. La solution, moderniser le traitement. Heureusement, la médecine a avancé et aujourd'hui nous avons des alternatives beaucoup plus sûres. Antidépresseurs modernes. Si c'est pour la dépression ou l'anxiété, les antidépresseurs modernes comme la sertraline ou le citalopram sont infiniment plus sûrs pour le cœur. Ils n'ont pas ce risque électrique. Pour la douleur neuropathique, aujourd'hui le traitement de choix ce sont des médicaments comme la gabapentine ou la prégabaline. Ils calment la douleur des nerfs sans s'immiscer dans le rythme du cœur. Pour la migraine, il y a beaucoup d'autres options, depuis des bêta-bloquants à dose faible jusqu'à des médicaments plus nouveaux que doit évaluer un neurologue. Pour l'insomnie, on revient à la même chose. Utiliser un antidépresseur ancien seulement parce qu'il donne sommeil est une stratégie dépassée et risquée.
La première option doit toujours être la thérapie non pharmacologique. Mon conseil familial. Quand on a diagnostiqué une douleur de nerfs très forte à un membre de ma famille, on lui a prescrit de l'amitriptyline. Immédiatement, je lui ai dit de parler avec son médecin pour commencer plutôt avec de la gabapentine, qui était plus sûre pour son âge. Le médecin a été d'accord. Si vous prenez de l'amitriptyline, surtout si vous remarquez des étourdissements ou des palpitations, parlez-en avec votre médecin de toute urgence. Demandez-lui s'il y a une alternative plus moderne et plus sûre pour vous. Le 4e médicament. Le 4e groupe de médicaments est celui que presque tout le monde considère inoffensif. Ce sont ceux qu'on prend pour l'allergie, les rhumes ou pour dormir. Je parle des antihistaminiques de première génération. L'exemple classique est la diphénhydramine. Peut-être que le nom ne vous dit rien, mais c'est le principe actif de marques très célèbres comme Nitol et de beaucoup de produits en vente libre pour dormir. Un autre courant est le diménhydrinate, Mercalm, pour le mal des transports. Ils sont très efficaces, ils vous enlèvent le nez qui coule, les démangeaisons, et bien sûr ils vous donnent sommeil. Mais cette somnolence que beaucoup recherchent est en réalité un signal d'alarme, surtout pour le cerveau et le cœur d'un adulte âgé. Le problème, extinction cérébrale et stress cardiaque. Ces antihistaminiques anciens ont une caractéristique clé, ils sont fortement anticholinergiques. L'acétylcholine est une substance du cerveau clé pour la mémoire, la concentration et aussi pour réguler le rythme cardiaque. Quand vous prenez un de ceux-ci, le médicament arrive au cerveau et bloque cette substance. Le résultat est une extinction partielle. De là viennent la confusion, la sédation, la vision floue. Chez une personne âgée, cet état de confusion augmente énormément le risque de chute. Et nous savons déjà comment cette histoire se termine, fracture, chirurgie et complications cardiaques. Mais l'effet n'est pas seulement dans le cerveau. Dans le cœur, ce blocage peut provoquer une tachycardie, que le cœur aille très vite, et des arythmies. Un cœur âgé n'a pas besoin du stress supplémentaire de battre comme un fou à cause d'un médicament pour l'allergie. Ma grand-tante, 82 ans, prenait un de ces médicaments presque tous les soirs pour mieux respirer et en pas s'endormir. Elle a commencé à avoir des épisodes de confusion que la famille attribuait à l'âge. Un jour, son médecin lui a demandé tout ce qu'elle prenait, y compris ce qu'elle achetait sans ordonnance. En voyant l'antihistaminique, il le lui a changé. Le brouillard mental de ma tante s'est dissipé en quelques semaines. Ce n'était pas de la démence, c'était l'effet d'un médicament qu'elle croyait inoffensif. La solution, un soulagement moderne sans extinction. La bonne nouvelle est que, comme avec les antidépresseurs, la science nous a donné des alternatives fantastiques. Antihistaminiques de 2e et 3e génération. C'est la solution. Des médicaments comme la loratadine, claritine, la cétirizine, Zyrtec ou la fexofénadine, Telfast, sont modernes. Ils sont conçus pour ne pas arriver au cerveau, donc ils ne donnent pas sommeil ni confusion, et sont très sûrs pour le cœur. Ils soulagent l'allergie tout aussi bien, mais sans éteindre le cerveau. Pour dormir, n'utilisez pas d'antihistaminique. Utiliser la somnolence d'un antihistaminique pour traiter l'insomnie est une mauvaise idée. Le sommeil qu'il provoque est de mauvaise qualité. On revient aux vraies solutions, thérapie, bonnes habitudes et relaxation. Pour le mal des transports, en plus du diménhydrinate, il y a d'autres options comme des patchs de scopolamine avec précaution ou des remèdes comme les bracelets d'acupression ou le gingembre. Mon conseil familial. La règle chez moi est claire. Lisez toujours le principe actif. J'ai appris à mes parents à chercher la diphénhydramine dans les boîtes de médicaments pour le rhume ou le sommeil, et à les éviter. Maintenant mon père utilise de la loratadine pour son allergie. Même soulagement, zéro risque. Vérifiez votre armoire à pharmacie, surtout les produits pour dormir en vente libre. Vous serez surpris du nombre de fois que la diphénhydramine apparaît. Le plan d'action, comment parler avec votre médecin. Nous avons déjà passé en revue les 4 médicaments. Vous avez l'information, mais maintenant quoi? C'est la partie la plus importante. Votre mission n'est pas d'arrêter de prendre quoi que ce soit, mais de commencer une conversation. Beaucoup de gens ont peur ou honte de questionner leur médecin. Rien n'est plus éloigné de la réalité. En tant que médecin, je vous dis qu'un patient informé et qui s'implique est le meilleur patient qui existe. Mais la clé est comment vous le dites. Voici un plan d'action avec des phrases exactes que vous pouvez utiliser. Préparez le sac de la vérité. Avant votre rendez-vous, prenez un sac et mettez dedans tout ce que vous prenez.
Pas seulement les médicaments sur ordonnance, aussi les vitamines, les herbes, les gouttes, les crèmes, tout. Nous les médecins appelons ça la révision du sac, et c'est de l'or pur. Utilisez la technique de l'allié. Ne commencez pas en disant « j'ai vu une vidéo et elle dit que ce médicament est mauvais ». Ça met le médecin sur la défensive. Au lieu de ça, formez une équipe avec lui. Vous pouvez dire « Docteur, j'aimerais que nous fassions équipe pour réviser ma médication. Pourrions-nous faire un nettoyage de printemps de mon armoire à pharmacie pour nous assurer que tout ce que je prends est toujours le plus sûr pour moi ?» Posez des questions, pas des accusations. Mentionnez vos préoccupations comme une question. Je prends de l'ibuprofène presque tous les jours et je m'inquiète de comment ça peut affecter ma tension. Quelles autres options pourrions-nous regarder qui soient plus amicales avec mon cœur? Ça fait un moment que je prends ce médicament pour dormir et parfois je me sens étourdi le matin. J'ai peur de tomber. Y a-t-il une alternative qui ne soit pas un médicament que nous pourrions essayer? Parlez de vos objectifs de vie. Communiquez ce qui est important pour vous. Pour moi, le plus important est d'être actif et avec l'esprit clair pour jouer avec mes petits-enfants. Je veux être sûr qu'aucun médicament ne m'en empêche. Votre médecin est l'expert en médecine, mais vous êtes l'expert de votre corps. Ensemble, vous prendrez les meilleures décisions. Conclusion. Nous avons fait un voyage important dans votre armoire à pharmacie. Nous avons vu comment 4 types de médicaments très courants, les AINS, les benzodiazépines, les antidépresseurs tricycliques et les antihistaminiques anciens, peuvent être un risque pour un cœur de plus de 60 ans. Mon intention, je le répète, n'est pas de vous faire peur, mais de vous donner de la lumière de la connaissance. Le message le plus important est que vous avez le pouvoir de vous protéger. Être proactif avec votre santé est le plus grand acte d'amour-propre qui existe. Maintenant, je vous demande quelque chose de très important. Si cette vidéo vous a été utile, ne gardez pas l'information pour vous. Partagez-la. Pensez à une personne maintenant, votre mère, votre frère, votre voisin. Prenez le lien de cette vidéo et envoyez-le. Un simple geste peut initier une conversation qui, sans exagérer, pourrait lui sauver la vie ou améliorer énormément la qualité de celle qu'il a déjà. Et si vous voulez continuer à apprendre à prendre soin de votre cœur de façon claire et directe, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, et laissez-moi un commentaire. Racontez-moi ce que vous en avez pensé ou de quoi vous aimeriez que je parle. Je les lis tous. Merci pour votre temps. Maintenant prenez cette connaissance et utilisez-la. Prenez soin de votre cœur, c'est le seul que vous avez.